Tu fais le tour de table. Bien, pendant que Marco... Et avant que nous présentions nos intervenants, on a pris l'habitude. Merci d'abord d'être venus si nombreux à cette dernière séquence des mardis de Gaston Batti de la saison 1. La saison 2 aura certainement lieu les lundis, à partir de l'année prochaine. Voilà. Alors, il y a une information, c'est qu'avec Marco, on s'est posé la question de savoir, on s'est dit, mais comment s'appelle ce réseau on avait appelé ça réseau licence pro, etc. Et puis, finalement, on s'est dit que ça pourrait porter le beau nom de RITE, R-I-T-E, Réseau des intervenants, théâtre, éducation. On va baptiser ce soir le RITE. C'est la première réunion, après on va voir comment on peut le développer. Alors, comme on a pris l'habitude très rapidement de faire un tour de table pour que vous puissiez dire qui vous êtes, d'où vous venez, ou de quelle promo vous venez. Voilà, et puis ensuite, je ferai passer une feuille aussi pour que vous puissiez marquer votre nom sur la présence. Donc, on commence. Voilà. Bon, alors, Renata. Alors, Renata Hernandez, je fais partie de la licence pro 2016-2017. Voilà. Lydie, promo 2011-2012, je crois. Voilà. Lucille, et je fais pas partie d'une promo, je viens... Par intérêt. Par intérêt. Colette Scherer, moi je suis une très ancienne de Batti, de l'IET, dont vous devez avoir entendu parler. Voilà, directrice de la bibliothèque Gaston Batti. Première directrice. La première directrice. Voilà. Gilbert Pille, j'accompagne Colette. D'accord. Alice. Alice, oui, en licence pro cette année. Nicolas, licence pro cette année aussi. Pascal, pareil. Hélène Olive, Universidad de Florence. Voilà. Alexandra, licence pro cette année. Prova di cambio. Licence théâtre. Bastien, licence pro cette année. Stéphanie, licence pro. Théo, licence pro cette année. Marie, emploi Monique. Oui. Marie, D'accord. Valérie, metteur en scène, enseignante en pratique théâtrale ici à Paris 3. Annette, doctorante à Paris 3. Ah, ça va mieux, bravo. Prof, je travaillais avec des anciens de la licence. Voilà. Il est intervenu au stage. Marie Pierre, peut-être licence pro l'année prochaine. Ah, voilà. Alors, on avait des anciennes licences pro, mais maintenant on a les futures On a les licences pro. futures, C'est encore plus fort. Hein. Ça ira. Bruno, licence pro cette année aussi. Pas licence pro, enseignante ici. D'accord. Nicolas, licence pro l'année dernière. Cathy, licence pro 2014. Oui. Gabriel, je suis éditeur, je suis un curieux. Moi, enseignante, opération enseignante ici. Bien, merci. Merci beaucoup. Donc, Marco, je te laisse le soin de présenter nos deux intervenants du jour. Alors, merci d'être venus si nombreux. Donc, je vais intervenir. Pour commencer. Donc, je suis très heureux d'accueillir mes deux compatriotes. En fait, aujourd'hui, c'était prévu d'avoir Gianfranco Pedulla, mais au prix de un, on a deux intervenants, parce que il y a aussi Claudio Suzzi. Alors, Claudio Suzzi, c'est un doctorant de l'Université de Florence, et il fait justement une thèse sur le théâtre en prison en Toscane. Qui est l'une des régions où les activités théâtrales en prison sont le plus développées depuis toujours.
en Italie. Donc il fait une thèse sur l'histoire du théâtre en prison en Toscane, à partir de la fin des années 80 oui. Et donc il fait une thèse à l'Université de Florence avec Renzo Guardenti. Mais il a aussi travaillé entre 2002 et 2007 dans la prison pour mineurs de Florence, et évidemment en faisant des ateliers théâtre. Et puis il a, entre 2007 et 2008, il a travaillé dans les Pouilles, qui est sa région d'origine, chez le carcere di Trani. La prison de Trani, une petite ville à côté de Bari. Voilà, et puis évidemment nous avons le plaisir d'accueillir Gianfranco Pedulla, qui a plusieurs casquettes, parce que il a écrit beaucoup d'ouvrages d'histoire du théâtre. Il est historien du théâtre et il a travaillé sur le théâtre en Italie sous le fascisme. Il y a un livre qui est très important en Italie, qu'il a écrit, qui était sa thèse, et qu'il a écrit à la fin des années 80. Mais il est aussi un metteur en scène, donc il dirige une compagnie qui s'appelle Compagnia Popolare d'Arte. C'est pas la peine de traduire, je pense. Donc beaucoup d'activités théâtrales en Toscane, notamment plusieurs villes de Toscane, et il a une très longue expérience d'encadrement d'ateliers et d'activités théâtrales dans les prisons, à Arezzo, dans plusieurs villes de Toscane. Donc voilà, je suis très heureux de les avoir aujourd'hui, à la fois pour nous parler un peu en général du théâtre en prison en Italie et des expériences concrètes. Mais avant de commencer, de leur donner la parole, je tiens à dédier cette soirée à quelqu'un de très important qui a fait un travail pionnier dans les prisons en France. Il était italien d'origine, c'est Armand Gatti. Armand Gatti est mort il y a une dizaine de jours. C'était un grand bonhomme de théâtre du théâtre français. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui c'est le moment le plus approprié pour le saluer. Voilà. Merci. Gianfranco. Grazie, merci à vous, merci à Bernard, merci à Marco. Je vais essayer de parler français. Ça c'est vraiment dangereux pour vous et j'espère d'être aidé par Marco. Et donc, merci à vous pour l'attention. Et je m'excuse pour le français. Moi, j'ai étudié ici quand j'étais jeune, justement à Paris 3. Donc, je suis content et ému aussi de revenir dans un rôle, pas de conférencier, mais de personne d'expérience dans cette secteur du théâtre italien qui est très, très répandu, qui est très connu en Italie aussi. Je ne sais pas bien en France, mais chez nous, il y a tout un mouvement de théâtre dans les prisons, à beaucoup de niveaux, même dans les prisons pour les femmes, pour les mineurs. Il y a tout un mouvement qui est lié à les années 70, quand le théâtre a cherché en Italie, mais même en Europe, aller au dehors du théâtre, non? Travailler dans l'institution totale. Avant nous, il y avait une expérience très importante par un maître comme Giuliano Scabbia, qui habite à Florence aussi, et qui avait travaillé dans les manicomi, dans les asiles, hôpitaux psychiatriques. Donc Giuliano Scabbia, c'est un auteur, poète qui a beaucoup travaillé aussi. En parallèle avec Basaglia, Franco Basaglia, qui a été l'un des médecins psychiatres qui ont fait la nouvelle psychiatrie en Italie dans les années 70, donc qui ont ouvert les hôpitaux psychiatriques. Et donc ça s'inscrit, le théâtre en prison, dans ce mouvement de changement de théâtre, d'amener le théâtre au dehors du théâtre, dans la rue, dans les écoles, dans la dimension sociale du théâtre, dans l'institution totalitaire.
Je ne sais pas si j'ai bien dit. Et on a participé à ça, c'était l'origine. Et puis, c'est beaucoup développé à partir de certaines expériences très fortes en Toscane, surtout à Volterra, même à Rome, à Milan. Il y a une réalité très, très forte. En Italie, nous avons plus que 220 prisons. Et le mouvement théâtral a touché à différents niveaux presque la moitié de cette institution. Avec l'aide des institutions démocratiques, les régions, les municipalités, et surtout avec le travail de metteurs en scène du théâtre, de professionnels, acteurs, metteurs en scène, techniciens. Et donc j'ai participé à ça et je vous raconterai des choses par rapport à ça, à mon expérience qui a été très longue. Mais je voulais dire encore une chose avant de commencer, c'est que je suis frappé par cette image des jeunes assis, les photos des jeunes sur la façade de la vôtre et la mienne université aussi. Et c'est un monde multi-ethnique des gens. Et quand j'étais ici, c'était l'année 84-85, il y avait un cours de M. Banu sur Peter Brook, la mise en scène de Mahabharata. Et moi, j'avais vu la société multi-ethnique qui en Italie n'était pas encore arrivée. Et donc, j'ai vécu Paris comme tous les gens, comme ça. Et quand je suis allé chez nous et j'ai commencé à travailler dans les prisons, c'est là que j'ai connu pour la première fois, en Italie, la société multiethnique. Ça, c'est intéressant. Ce n'est pas seulement question de retard de l'Italie, non, c'est pas ça. C'est question que la prison, c'est un lieu multiculturel, polysémique, polylinguistique, international. Le crime, c'est question internationale. Et c'est vrai que je me suis retrouvé dans la prison de Arezzo, c'est une ville à côté de Florence, exactement dans la blanchisserie. Il faisait beaucoup de froid. Je me suis trouvé beaucoup de maghrébins. Parce que j'ai commencé à comprendre que la prison, c'était un lieu de migration et j'ai vu à travers la prison les différents flux migratoires en Italie, à partir des Maghrébins, après tout le monde balkanique, albanaise, roumaine, tout ça, et finalement aussi à un certain moment l'Amérique du Centre. Et je commençais à parler français avec eux, mieux qu'aujourd'hui. Parce que j'étais plus allénato, excité, entraîné. Et la deuxième fois, je me suis trouvé dans tout un groupe d'Italiens du Sud, les fils de la Camorra, de la mafia, tout ça, Ndrangheta. Et je me suis rappelé que j'étais Italien du Sud, j'ai utilisé les dialectes mixtes, calabrais, napolitain, tout ça. Et ça, la prison, c'est une question du sud du monde. J'ai bien compris que je devais trouver un langage pour me relationner avec ces gens-là. Des gens qui venaient de tout le monde, qui surtout c'était des analphabètes. La plupart sont fils de la pauvreté. De la pauvreté. Du disagio sociale. Et vous comprenez disagio sociale, non? Oui. Disagio sociale, social, vous comprenez? Difficultés sociales. Difficultés sociales et donc j'ai rencontré à l'intérieur de... Excuse-moi. Bloccami, ma. Soprattutto quando vedi che dico cose strane. Je comprenais de suite que la prison c'était un lieu de sous-prolétariat mondial et international, non? Et que je devais trouver la méthode, un langage pour communiquer. Parce que cette personne-là me regardait et disait: cosa vuole questo qui? Qu'est-ce que tu veux?
Et je parlais de théâtre, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi le théâtre? Dans un lieu de douleur, de sacrifice, de vie très dure, non? Où manque tout. Manque la prison, c'est quelque chose de vraiment terrible, sans liberté, et tout ça. Alors, j'ai commencé à chercher une méthode pour dialoguer, pour comprendre. Et c'était vraiment le monde des vaincus. Hein? Ça, je ne sais pas, c'est une expression de Gramsci, le monde des vinti. Hein? Et c'était ça. Et en plus, l'autre côté, je suis aussi un pasolinienne, c'était même les jeunes rovinets, posso dire rovinati, les jeunes abîmés. Par la consommation, la modernité, le consumérisme. Et donc il y avait un peuple désorienté par la drogue, par le crime. Et ça créait une relation très opaque, pas claire. Non? Tu étais là, tu le fais du théâtre. C'était pas évident de trouver une méthode. Tu ne peux pas aller dans la prison parler avec un texte traditionnel. On disait ça avant. Tu fais la mémoire, tu fais un personnage, tu fais un autre personnage. Il faut changer d'idée de théâtre pour faire quelque chose dans les prisons. Il faut que pour toi ça devienne que tu as une vie professionnelle ou un moment de ta recherche. On ne peut pas être quelque chose que tu vas ad aggiungere dall'alto. Imposé d'en haut, à partir d'en haut. Je me rappelle la fatigue d'écouter, de comprendre les situations, les personnes. Et de l'autre côté, tu comprenais aussi l'énergie, la force de la communication, la nécessité de parler, de donner et de se prendre la parole. Et ça aussi ne peut pas être un geste volontariste. Oui, un devoir. Tu dois être, moi je dois être un bon homme, tout ça. Il fallait à un certain moment refonder le langage théâtral. Il faut recommencer à l'origine. Il faut réfléchir sur toi-même avec les autres. Parce que la question c'est très compliqué, c'est la région, tu as les raisons de l'institution totale, les raisons des victimes. Parce que quand même, non, c'est pas évident, c'est quelqu'un qui a l'acteur détenu, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de mal à quelqu'un, à soi-même aussi. Et que souvent vient de situations de difficultés sociales, tout ça. Donc, et tu parles de théâtre, hein? Tambien, non. Deux fois théâtre d'avant-garde, recherche, tout ça. Donc, il faut remettre en jeu toutes les motivations, tous les points de vue différents. Et tu es au centre dans une question sémiotique, polysémantique, de signifier, et de forme, de contenu, et de langage. Je crois que le théâtre qu'en Italie nous appelons théâtre de prosa, ou autrement dit théâtre de personnage, c'est pas trop adapté dans une situation comme ça. Sto rischiando troppo. Le théâtre di prosa en Italie, c'est une définition qu'on a un peu de mal à comprendre en France parce que le mot théâtre di prosa vient du fait qu'en Italie, on sépare le théâtre parlé du théâtre chanté, du théâtre lyrique. Le théâtre di prosa, c'est le théâtre de texte, le théâtre de jeu. Donc tu viens de dire que tu penses le théâtre où il y a un texte et des personnages interprétés ne s'adapte pas. Non, parce que moi je travaillais sur autre chose. Nous sommes aussi dans un séminaire, un cours de théâtre plongé sur l'atelier, la notion d'atelier, non? Et ça c'est absolument nécessaire.
il faut recommencer à raconter comme tu peux parler, comme tu peux bouger le corps, créer des improvisations, organiser l'espace. Il faut reconstruire même l'image de chaque personne, comme tu te vois. Comment tu te vois? Comme tu te vois. C'est pas question de personnes, c'est plutôt question de personnes, dans un certain point de vue, pour moi, de caractère, de masques, de relations entre, je ne sais pas en français si c'est correct de dire comme ça, entre l'intérieur et l'extérieur de toi-même, de la personne. C'est question plutôt de personnes sur la scène, plutôt que c'est important, bien parler, mais le personnage, moi je crois qu'il n'existe pas le personnage, je dois être clair. C'est une fonction dramaturgique, le personnage. Hamlet n'existe pas, c'est la tradition d'Hamlet, mais pas Hamlet. Moi je suis très lié à certains points de vue maîtres du XXe siècle, comme Brecht, comme Barthes. C'était justement la relation entre l'intérieur et l'extérieur, c'est ça. Et ça, c'est la question même du détenu. L'image que l'institution totale a cachée, qui a condamné, il faut reconstruire l'image ton image dans toi-même. Pardonami, prima tutto dentro di sé e poi piano piano riabilitare. D'abord l'image pour soi-même et ensuite réhabiliter. Et le théâtre est potente pour faire questo. Le théâtre, c'est un moyen puissant pour faire ça. Alors pour moi, le théâtre dans la prison, c'est une question de changement. Dans tous les points de vue de l'institution, changer l'institution. Je crois que c'est même un point de vue politique. Je n'ai pas peur d'utiliser ce mot-là, dans le sens plus élevé de la politique. Changer l'institution. En Italie, nous avons une loi très avancée, qui s'appelle la loi Gozzini, qui travaille pour réinsérer les personnes dans la société, pour changer. Mais il va changer aussi gli agenti di polizia, scusami, il personale penitenziario. Les surveillants. Les surveillants. Donc c'est une question de formation, de mentalité, d'imaginer que la prison c'est un lieu de passage. C'est pas seulement, il ne faut pas fermer la porte et jeter la clé, on dit comme ça en italien, c'est un mot de dire. Mais le changement c'est aussi dans la personne détenue, même dans les gens de théâtre. Je crois que le théâtre c'est vraiment la première forme de changement. Tellement lié au mouvement de la vie, il marche à côté de la vie. Moi, je suis lié aussi à Gordon Craig, qui disait justement que le théâtre, c'est le mouvement, et plongé sous le mouvement. Et surtout, dans la prison, tu peux raconter que la vie va changer, que c'est un processus. Et le théâtre, c'est quelque chose qui t'aide à te connaître mieux, à connaître les autres et à rencontrer les autres sur un niveau de relations poétiques aussi, de relations liées à l'émotion, liées même à ton autobiographie. C'est un autre mot très important. Je m'excuse par la simplicité des mots que j'utilise, mais je ne suis pas capable d'être en français, d'être plus raffiné nell'analisi. Aiutami pure. Si je peux t'interrompre un merci, instant, merci. Parce que peut-être c'est important de le préciser pour les Français. En fait, tu as cité une loi qui a été très importante pour tout le mouvement du théâtre en prison, qui est une loi de 85, qui porte le nom du député qui l'a construite, qui s'appelait Gozzini. Et qui a été une loi qui a inséré dans les prisons italiennes le concept de la réhabilitation, en perspective de réinsertion, et du coup a ouvert les prisons
à plein d'initiatives culturelles. Le théâtre, c'est probablement la plus importante, mais beaucoup de musique, c'est une loi qui a été attaquée de tous les côtés pendant plusieurs années, notamment les années Berlusconi, mais c'est quand même une loi qui a marqué très fortement le paysage pénitentiaire italien et qui a permis cette explosion d'activités théâtrales en prison. Aussi parce que, comme le disait Gianfranco tout à l'heure, il y avait tout un mouvement théâtral, on va dire d'avant-garde pour faire simple, qui, après les années 70, avait envie d'aller dans des lieux qui n'étaient pas des lieux théâtraux. Donc, à peu près comme ça s'est passé en France, pardon. Mais en Italie, il y a eu cette chance d'avoir une loi dans les années 80 très très avancée, qui a été petit à petit démantelée, che un po' è stata smantellata, non? Sì. Mais quand même, ça a marqué beaucoup le paysage théâtral. Excuse-moi. Merci beaucoup. Je te demande de m'aider. Et sur ça, c'est très important. Alors, l'atelier, c'est une méthode très importante. On commence avec un training, on commence à se connaître. C'est question de connaître le corps de la personne, même les sentiments. La bourgeoisie avait l'éducation sentimentale. Le sous-prolétariat, il n'a pas d'éducation, forme d'éducation, plusieurs fois. Et oui, il a la route, il a la, je sais pas, la main. C'est incroyable. Moi, j'ai retrouvé certaines expériences dans mon enfance en Calabre. La vie panique, la vie sans une réflexion rationnelle, la vie vécue tout de suite, fondée sur l'instant. Et un peu, cette personne-là commence à se connaître. Le crime, c'est incroyable. Finalement, c'est une question de fournir des services à la société. Donner des services à la société proprio. Il y a des sociologi che hanno scritto delle cose in Italia su questo, sul rapporto tra società onesta e società criminale. No? Il y a des sociologues qui ont écrit pas mal là-dessus, sur le rapport entre la société honnête et la société criminelle. C'est une question de service, c'est pas public, mais je rigole. Mais, et donc, ce qui me frappe toujours, c'est que cette personne-là, l'acteur détenu, ne connaissait pas du tout de soi-même, son histoire, son sentiment. Et donc, ça commence, c'est comme vous mettez de l'eau dans la petite plante. Lentement commence à se répandre. Et j'ai vu des gens vraiment changer à travers la culture, lire un livre, accepter un échange paritaire entre un homme ou une femme, mes collègues. Autrement, connaître quelque chose de toi-même, que tu avais l'image de l'homme non? Et ce processus de changement, mais qui, je répète, qui, à mon avis, dans la méthode que j'utilise, c'est de toutes doit coinvolgere tutte le componenti, questo processo di cambiamento. Doit entraîner toutes les composantes. Dans la prison, tu ne peux pas faire du théâtre si le directeur n'est pas d'accord, si le détenu n'est pas d'accord, il ne serait pas disponible. Et tout ça, même les hommes de théâtre, les femmes, les hommes de théâtre, nous pouvons faire, tu fais comme ça, comme ça, comme ça. C'est pas ça. C'est vraiment un travail, un processus en Italie, disons, laboratoire d'atelier, qui commence doucement et utilise les techniques du théâtre d'avant-garde. De la recherche, parce que c'est ça, c'est la recherche, c'est l'état vivant. Moi, j'avais appris aussi la leçon de Peter Brook, que c'était un théâtre où la régie, la mise en scène est très légère.
moi j'ai eu l'honneur d'avoir connu Brooke ici, c'est une institution à Paris, j'imagine. C'était comme ça avant, ça doit être encore aujourd'hui. Mais c'est la mise en scène fondée sur écouter les autres, écouter le public, écouter les acteurs, donner l'autonomie à toutes les composantes du spectacle, les composantes du spectacle, même aux spectateurs. Quand on arrive, nous ridevamo prima, sans public, sans spectateur, il n'y a pas de théâtre. Et en plus, d'un point de vue de la loi, nous avons travaillé pour ouvrir les prisons au public. Ça, c'est très important, parce que si vous connaissez bien la théorie de Michel Foucault, surveiller et punir, et donc c'est la prison, c'est un lieu de contrôle et tout ça, c'est à certains moments. Mais c'est très important que le regard du public extérieur, nous avons amené dans même les écoles, dans les prisons, il faut multiplier les points de vue, multiplier l'expérience, la connaissance. Et le théâtre, la mise en scène théâtrale, vraiment a créé en Italie en différentes situations. Et la Toscane, c'était la région plus avancée. Par hasard, peut-être c'était la région de Cesare Beccaria, je ne sais pas, mais quand même, il avait une sensibilité institutionnelle et même de l'argent des institutions pour organiser des ateliers. Cesare Beccaria, c'est le philosophe du XVIIIe siècle qui a théorisé la fin de la peine de mort. Voilà, c'est juste pour ça. C'est ça. Et en ce moment en Italie, ça c'est important de raconter ça, qu'il y a beaucoup d'espérance, je l'ai dit, mais il y a aussi certains projets de coordinamento national, par exemple. Nous travaillons liés à un projet avec Vito Minoia, c'est le président d'un coordinamento national théâtre in carcere reconnu par le ministère. Il y a une revue spécialisée sur ça, il y a tout un travail de publication très important. Nous avons même un festival national, c'est moi que je l'ai inventé, c'est un petit, s'appelle Destini Incrociati, c'est une revue. Destin croisé, c'est un référent à une référence à Italo Calvino. C'est un revue, une rassegna, c'est revue, non? Una rassegna, festival. Non, un festival. C'est un festival de théâtre itinérant. Prime année à Florence, après à Pesaro, l'année dernière à Genova, Gênes, et cette année-là à Rome. Mais, interrompo per farti una domanda. Prima. Donc c'est un festival itinérant, sì. Ça veut dire que les troupes les spectacles des détenus sì. voyagent. Oui, ça dépend, c'est une question de permission. Oui, les permis. De permission. Et normalement, on voyage à l'intérieur même de l'institut de prison. La troupe de Florence va dormir, c'est la tournée dans les prisons. Oui, c'est vrai. Si tu ne peux pas sortir. Autrement, il y a les permessi premium de la legge Gozzini. Voilà. Non, je précise ça parce que cela, d'un point de vue des lois pénitentiaires, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Ça, c'est quelque chose que, en France, je pense que ça serait impossible. Non, il n'y a pas de place. Oui, c'est plutôt ça. Voilà, il y a des compagnies théâtrales en prison qui, bien sûr, avec des limites très étroites, vont faire des spectacles dans d'autres prisons. Une expérience très importante, les deux expériences plus importantes en Italie sont à Rome. L'histoire de Fabio Cavalli, c'était quelqu'un qui travaillait beaucoup sur Shakespeare. C'est intéressant parce que c'est un théâtre pasolinien finalement, c'est pas question de prononciation correcte italienne, mais c'est très évident l'histoire de Cesare deve morire, qui est devenu un film très important par les frères Taviani, qui a gagné l'Orso d'Oro à Berlino, no?
Et l'autre expérience Je ne sais très... pas si vous avez vu, excuse-moi, si vous avez vu ce film qui s'appelle César doit mourir, réalisé par les frères Tagliani, qui sont donc des réalisateurs très, très connus italiens, et qui ont fait ça il y a une dizaine d'années, 2005. Un peu moins. Cette année, je crois. 6-7 ans. Bon. Et puis il y a Armando Punzo à Volterra, c'est l'expérience la plus importante en Italie, qui a gagné beaucoup de situations de travail. Très intéressant. Alors c'est ça que je voulais dire. Après je voulais montrer quelques images, peut-être pour frapper mon français terrible. C'est vrai que d'un point de vue théâtral, Voltaire, si. Excuse-moi, Armando Punzo, c'est le metteur en scène qui a fait l'expérience c'est la plus ancienne. Il a commencé en 88 à Volterra, donc une petite ville en Toscane, dans une maison d'arrêt pour longue peine. Donc c'est que des perpètes. Hein. Et ça a l'avantage qu'on peut faire des compagnies permanentes. Excusez-moi, mais c'est ce qu'il a dit. Hein, donc, et c'est une compagnie qui existe depuis plus que 30 ans, donc presque 30 ans, et qui ont fait des spectacles qui ont tourné beaucoup, qui sont allés dans des festivals. La dernière question que je voulais aborder, c'est la question, le théâtre en prison d'un point de vue de théâtre. Ça m'intéresse beaucoup normalement, parce que c'est évident que j'ai appris beaucoup de choses, parce que c'est vrai que, comme disait Grotowski avant de mourir, la dernière chose qu'il avait écrit, c'était l'idée que le théâtre c'était un rituel dégénéré. Ça c'est vrai plusieurs fois. Mais c'est vrai que dans certaines situations obligées, très nécessaires, le théâtre, ça reprendre sa fonction rituelle aussi. C'est incroyable comme l'acteur détenu, ou comme disait Claudio Meldolesi, un maître italien, l'attore recluso. L'acteur oui, emprisonné. Si. C'est un acteur, et même la mise en scène, qui est capable de créer une énergie différente du théâtre traditionnel, une énergie même du théâtre expérimental. Parce que les conditions, ce que mon expérience m'a enseigné, c'est que dans la prison, le théâtre, dans la construction même du spectateur, de l'acteur, même de la mise en scène, parce que il ne nécessite pas les règles du théâtre normal. Tu n'as pas de l'horaire, il y a beaucoup de bruit toujours, même dans les maisons di case circondariali, je le dis en italien parce que c'est trop difficile pour moi, una cosa enorme la differenza tra gli istituti di pena e le case di reclusione. Io lavoro nelle case di reclusione, cambiano gli attori continuamente. C'est la même chose qu'en français. Case di pena et case circondariali. En français, c'est... oh là là, j'ai oublié. La différence entre les maisons d'arrêt et centres pénitentiaires. C'est-à-dire, et Gianfranco vient de dire que lui, dans la plupart des cas, travaille dans les maisons d'arrêt, donc où la circulation des détenus est énorme. Donc c'est très difficile de travailler avec un groupe stable. C'est ça, et alors ça arrive que le spectateur qui est entré dans la prison, il a peur peut-être, mais en même temps il est curieux de voir le monstre. Donc c'est ambigu. C'est vrai que la prison c'est un langage très compliqué, et donc le dispositif théâtral qui est capable de réorganiser les relations communicatives dans l'espace l'espace sans liberté, l'espace obligé. C'est vrai que le théâtre ça répond, ça fonctionne rituel, cathartique. C'est comme même le spectateur doit sortir de le scandale
du scandale de voir l'homme sans liberté, l'homme compresso, contrainte. E même le spettatore nell'angolo, me lo sono scritto la traduzione, même le spectateur est dans un coin. Sì. Et j'ai écrit un petit article qui s'appelle Le spettatore costretto. Alors, le théâtre... le spectateur contraint. Donc, tu dois sortir de cette situation existentielle. Et le spectacle, ça devient l'arme de la liberté. Ça devient le véhicule pour sortir dans la cul-de-sac. Les portes, pour voir mes spectacles, tu dois passer 7 portes. Finalement, tu arrives à la scène. Et le théâtre, ça devient libératoire, sa puissance libératoire. La dernière chose, excusez-moi pour la rapidité, la dernière chose que je voulais dire, c'est le choix des textes autour desquels nous travaillons avec le laboratoire, la recherche tout ensemble, tout ça. Mais toujours, je cherchais des textes, vous montrerai quelques images, mais toujours liés quand même à la question de la liberté, de la prison, de l'identité de l'homme. C'est vrai que quand je regarde le répertoire par hasard, je retrouve Wojciech, je retrouve Beckett, je retrouve Jarry, je retrouve Aristophane, Don Quichotte. Et je vais montrer quelques images pour... Même Juste un pour... instant sur la liste des... Quello lì, ecco. Non risponde più. Qu'est-ce qui se passe? Non, ça avance plus. Non. Ok. Ah, voilà. Donc, le premier, c'est sur la résistance. Non, la tempête. No, pardon, voyons Teatro della l'image. memoria sulla resistenza d'Arezzo. Ah, si, si. Ça, c'était un spectacle sur les partisans, l'époque de... C'est sur la mémoire locale. Ouais. Puis la tempête de Shakespeare, Pinocchio, vous voyez ce que c'est, Don Quichotte, tempête, Aristophane, Wojciech, Jarry, Beckett, Miseria e Beltà, je ne pense pas que vous le connaissiez. Ouais. C'est un auteur napolitain. On peut voir quelques images, par exemple, de la tempête, c'est la réduction théâtrale d'Edoardo De Filippo. Alors, tanto sono foto. come mai si blocca? Aristofane non è... Togliamo questo. Così. Poser une question. Poser une question, je pense. Ah oui, je sais. Alors, Oui, vas-y. vous disiez que vous ne faisiez pas de théâtre de texte. Qu'en prison, c'est compliqué d'arriver avec du théâtre de texte. Et là, vous nous donnez une liste avec des textes d'auteurs. Si, mais c'est des textes qu'on arrive, qui, comme on dit, à travers l'improvisation, le travail tout ensemble, on arrive au texte. Oui, pas toutes. Ça ne sont pas toutes les mêmes mises en scène, parce qu'il y a pas toutes, mais il y a beaucoup sont des autodramaturgies, même des choses qu'ont écrit les autres, les prisonniers aussi. Et le texte arrive à la fin, quand même, du processus. Et le texte original ou adapté, ça dépend. Non, c'est quand même toujours... j'aime beaucoup les textes comme Wojciech qui sont, come dice, spezzati, non finis. Même Pinocchio, Don Quichotte, c'est seulement des fragments, des réécritures. C'est pas vraiment l'original. Don Quichotte,
c'est pas un texte théâtral. Il y a certaines suggestions, je ne sais pas, Bulgakov, qui avait écrit un Don Quichotte, mais des fragments. C'est pas vraiment le texte complet, jamais. Non. Et tu disais quand même que c'est un point d'arrivée. Le texte est un point d'arrivée, oui. Et ce que je voulais dire, que c'est, par exemple, l'histoire de Pinocchio, c'est très connu. Ah, ça, c'est la tempête. La métaphore de la tempête, c'est évident. Et il y a Calibano, c'est l'indigène, hein? Et Ariel, par exemple, je me rappelle le mot final d'Ariel qui demande la liberté. Savino, il n'insiste plus, il est mort. Savino. Il faisait le magicien, c'était un jeune de la Puglia. Ça sont les nobles. C'est toujours la tempête? La tempête, c'est Stefano et Trinculo. Et Calibano, c'est une actrice professionnelle. Et les Ariel sont des polichinelles, c'est un coro de polichinelles, sans cheveux comme moi. Vai veloce pure. Ecco. Vous voyez les polichinelles qui sont Ariel, le cœur, oui. Qui fait de la magie, qui rit sur le monde. Vai plus veloce. Ecco. Vous voyez, c'était beaucoup dynamique, le mouvement du chorus. Du corps. Voilà. Et vous êtes où? In quel posto siete qua? C'est dans le cortile del carcere, dans la cour la cour du... Et en plus, c'est intéressant parce que c'était en napolétain. La traduction d'Edoardo De Filippo, fermati un attimo qui. Edoardo De Filippo, c'était un grand metteur en scène, dramaturgo italiano. Avant de mourir, traduit en napolétain ancien La tempête de Shakespeare. Et moi, à Arezzo, dans la prison, c'est la première fois qu'on a mis en scène en Italie cette test. Parce qu'il y avait beaucoup de napolitains parmi tes... Oui, le langage était très fort avec les détenus napolitains. Ça, c'est autre chose, c'était un Don Quichotte réinventé. Vai, tranquille. Dulcinea, c'était Sophia Loren, c'est évident. Et voilà, c'était un petit fou, mais folle, un fou. Et vous voyez, Sancho Panza, c'était un boxeur. C'était le sparring partner de Carlos Monzon, qui était quelqu'un de terrible. Et moi, je disais, nous sommes amis, oui, nous sommes amis. C'était super. Sancho Panza, c'était super. Même Don Quichotte, c'était vraiment un homme sicilien, c'était une marionnette. Vai, tranquille. Vous voyez la malinconie de Don Quichotte, la malinconie dans le regard, mélancolie dans le regard. Oui. Ça, c'était un corteo, un po' cantoriano. C'est Sancho, roi de l'île. Et puis, comme on dit, les mazzate, les coups de bâton. Les coups de bâton, oui. Moi, je suis très intéressé au théâtre populaire, parce que je crois que c'est une question encore ouverte. Et ça, ce sont des langages très simples. Autre possibilité. Pinocchio, c'est intéressant aussi. Pinocchio, c'est littéraire, comme vous savez. Mais dans la prison aussi, ça devient très, très fort. Et ça, c'était itinérante dans la prison. C'était le public venait avec nous dans je peux dire une chose. Ah, si. Non, c'est important de comprendre de ces photos-là que pour une personne recluse, détenue, c'est pas facile d'arriver à se déguiser des Pinocchio. Donc le travail du metteur en scène et donc la relation
qui s'entretient entre les metteurs en scène et ces personnes-là, qui sont des personnes qui ne connaissent pas du tout, ni de littérature, ni de théâtre, ni de rien. C'est vraiment quelque chose qui devient très fort. Et donc, avec un parcours de confiance vraiment très fort entre les metteurs en scène et ces personnes-là, c'est possible à construire un spectacle dans les prisons. Parce qu'on va voir des photos, des scènes très belles, très construites, mais le parcours qu'il y a derrière de ce que nous allons voir, c'est vraiment quelque chose de très fort. Et pas tous les metteurs en scène sont capables de faire ça. Ça c'est important que nous pouvons vous transmettre. Ok, merci beaucoup. Merci. No, molto chiaro. Gatto e volpe, c'est le chat et... Le chat et le renard. La renard. Ça c'est Pinocchio dans le cercle. Vai. Pinocchio cheval qui... Le pêcheur. Pinocchio âne. Pinocchio c'est Anne. Le pêcheur. Ça c'est Lucignolo. Lucignolo, c'est en français, je ne sais pas comment traduire, c'est l'ami méchant de Pinocchio, celui qui l'entraîne au pays des jouets. C'est bizarre parce que Pietro Paolo, c'est vraiment Lucignolo dans la vie. C'est ça la question. Que moi, je vais décider le texte après que j'ai connu les personnes, pas avant. Il faut que le personnage, à la manière de Pirandello, c'est lui-même qui l'appelle. Pour moi, c'est très important. Alors, lui, c'est un Lucignolo dans toute la vie. C'était très belle, mais la drogue, la vie s'est ruinée. Maintenant, c'est très... il voulait ça. Il était beau et damné. Beau et damné. C'est Lucignolo. Et ça, c'est Lucignolo sul il carro dell'omino di burro. Le char du petit bonhomme de beurre qui est celui qui amène tous les enfants au pays. Al teatrino. Vai. C'è una domanda. Prego, sì. Une question à savoir, les spectateurs, c'est qui? C'est les prisonniers ou c'est les gens qui viennent de l'extérieur? De l'extérieur, oui. Ils sont mélangés, les autres prisonniers avec les gens qui viennent. À l'époque, parce que ça c'est chose de quelqu'un avant, nous avions presque 600 spectateurs, même des écoles. Vous jouiez plusieurs fois donc? Si, 6 fois chaque mise en scène. Est-ce que le personnel de la prison avait pu parfois intégrer aux mises en scène en fait, ou aux ateliers? Ça c'est une question très importante, pas évident, parce que dans le processus de formation qui est une expérience de théâtre dans les prisons, le personnel de police est très important et maintenant ça dépend encore trop dalla libera iniziativa personale, comme on dit en français, dalla disponibilité. Ça dépend des personnes, en gros. Ça dépend des personnes, ça c'est pas juste, c'est pas correct. Donc avec le coordinamento national, je voulais dire ces choses avant, mais ça va bien comme ça. Maintenant, on commence à réfléchir sur organiser des cours de formation pour la police pénitentiaire, pour nous aider comment on dit, a capitalizzare l'esperienza, scusami Marco, a produrre di più, insomma. Pour nous aider à pérenniser l'expérience. Si je peux me permettre, il y a aussi, à cause de la legge Gozzini dont je parlais tout à l'heure, il y a eu sans doute aussi un phénomène qui a fait que on a parlé beaucoup du théâtre en prison au niveau médiatique et en Italie. Et on a intégré l'idée que c'est quelque chose de possible. Peut-être je dis une bêtise, mais Voltaire, qui est
entre parenthèses, une magnifique petite ville en Toscane. Si vous avez l'occasion d'y aller, c'est une pure merveille. Mais c'est une petite ville qui n'est pas très connue. Et la prison de Voltaire, tout le monde ne la connaît pas. Elle est devenue, entre guillemets, célèbre à cause de la compagnie de théâtre. Du coup, il y a eu un phénomène de comment dire, pour le directeur de la prison, ça a été aussi une sorte de vitrine, vous voyez. Or, il ne faut pas exagérer, parce que c'est un mécanisme qui est très fragile. Et comme on le disait tout à l'heure, la Legge Gozzini a été petit à petit beaucoup réduite. Mais quand même, il y a quelque chose qui s'est mis en place qui est sans doute plus facile qu'en France pour des raisons de politique pénitentiaire, je pense. Est-ce que les gardes sont là pendant les spectacles et sont-ils là armés comme spectateurs ou autour des spectateurs? Oui, il y a un contrôle, mais il ne peut pas être armé parce que c'est dangereux. Mais quand même, ils sont là. C'est question de discrétion, d'être là avec de la discrétion. Donc, c'est une question qu'il faut entraîner, c'est pas évident. Là, c'est la mort de l'âne. Vai. Pinocchio finito. Ça, c'est une image de Ubu et enchaîné, incatenato, non? Enchaîné. Ubu enchaîné, oui. Donc, j'ai mélangé Ubu avec Ubu enchaîné. Et c'est paradoxal, grotesque. Dans son night, je l'ai ambientato. Ambiancé. Non. Tu l'as placé dans un cabaret. Une sorte de cabaret night. Et c'était plein de gens de Costa Rica, parce que à ce moment-là, il y avait tout un trafic de drogue entre Arezzo et Costa... non, un'isola. Haïti. Santo Domingo. Et donc, il dansait merveilleusement. C'était vraiment très, très amusant et c'était un groupe super. Et Mère Ubu, c'était un homme. Mère Ubu, c'est là-bas, c'était un homme du Chili, Chilien. Du Chili. Chili. Et il dansait la danse de Mère Ubu qui organisait toute l'histoire. C'est un tableau impressionniste. Voilà. Avete anche delle immagini video? Sì, lui c'était péruvien. Vas-y, vite. Finito questo, un frammento di Camorria forse vogliamo vedere? Sì. Un petit fragment un autre type de spectacle plutôt autobiographique par rapport au texte aussi, ça s'appelle Camorria. Et c'était une histoire, vous montrerons une petite vidéo, une histoire sur la Camorra, non? Et c'est intéressant. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est la mafia de Naples. Ça, ce sont des textes plutôt autobiographiques. C'est très intéressant parce que ça, il n'y a pas de médiation de langage, mais c'est très direct le langage. Et c'est intéressant parce qu'il venait au théâtre et nous parlions de la Camorra et tout ça, de la mafia. Après, le soir, il retournait à la celle, hein? Dans la cellule. Dans la cellule. Et il avait le chef de la Camorra qui disait qu'est-ce que vous faites là? Et donc, c'était vraiment une mise en scène très difficile par rapport à ça. Et ça, il n'y a pas de mise en scène, c'est vraiment très nu, vous la voyez. Vado? Sì. Però non è il promo, non è il promo, scusa. No, non è questo. Sì. Per questo bisogna entrare, sì. Sì, c'è un po' di minutaggi, ti ricordi? Sì, da zero. Può dare volume? Questo forse è collegato con questo. Pas si vous comprenez, le texte est difficile. Il parla di son village. Nel mio paese Il mio paese. c'è un piccolo ponte
Il y a Il y a un un pont. petit pont Che lo collega col paese vicino. qui le relie au pays. E a metà del ponte À la c'è il au milieu du cartello pont, il y a un con panneau su scritto avec écrit benvenuti a... Bienvenue à. Ma il nome del paese Le non nom si du pays, legge on ne le lit pas perché è cancellato Parce qu'il a da été una quantità effacé. di fori neri. par des trous. Il a un Nei accent paesi come il sicilien très mio il cartello con la classica scritta benvenuti è sempre pieno di buchi, Chez di nous, pistole e fucili, toujours. perché indica che si tratta di un territorio sotto controllo. Là, j'ai pas Insomma, Si tratta di un territorio sotto controllo. Sai, nel sud ci sono questi paesi con i buchi dei proiettili nelle les nelle panneaux, targhe d'arrivo, sì, il y a des trous che fanno capire che è un paese sotto controllo. qui font comprendre que c'est un pays sous contrôle. quasi chi ci entra a sapere un'istantazione. Ça, c'est seulement un jeu de football. Stop. Alors, ça c'est intéressant parce que, comme on disait avant, le texte se double, même double, triple, ça dépend, ça prend tanti echi diversi. Ce sont plusieurs échos. Ça c'est l'écho de la vie, même de la vie de la prison. On joue beaucoup au ballon. Mais même c'est la vie de la rue de cet jeune homme. Quand j'étais jeune, je jouais pas. Et même de la violence que ça peut. Donc c'est les hommes qui se. Ça pourrait être un. C'est ça que la question sur laquelle je travaille. Et c'est vrai que le texte dans les prisons prend beaucoup plusieurs signifiés. Ancora un pezzettino dopo, ti ricordi il salto? Grazie. Devi stare attento, perché c'è il rischio che i più grandi, se ti vedono un po' più tenero, e quando dico tenero... Tu dois être attentif parce que s'il y a le risque que les plus grands, C'est s'ils voient que trop tu es gentile. trop tendre, tu es trop gentil. un po' più sensibile, più educato, meno male per gli altri. Insomma, se non bestemmi ogni 3 secondi e non più ogni 5, ti posso prendere per frocio. Se non bestemmi. Si tu ne jures pas 5 fois d'affilée, si tu craches pas par terre d'affilée, on peut même te prendre pour un PD. Non lo sei, comunque fanno la prova, perché nel mio paese si sono fatte e si fanno sempre un sacco di cose, di tutti i generi, di tutti i tipi, però l'importante è che nessuno lo viene a sapere, anche se poi tutti sanno sempre tutto, e di tutti. E allora tu immaginati un paese così, che cosa possiamo uscire da un paese così? Non ci può uscire tanto, On peut pas o se sortir ne d'un va. village comme ça. C'est ce qu'il dit. No, dice, da un paese così non ci può uscire un Gandhi, no, perché non si capiva. D'un village comme ça, on ne peut pas sortir quelqu'un comme Gandhi ou comme... Un altro nome non mi ricordo chi era, ma soltanto Sandokan, che è il nome d'arte del capo della Camorra. Sandokan, c'est un personnage de la littérature pour enfants italien, mais il était aussi le surnom d'un des grands chefs de la Camorra dans les années 90, qui était un sanguinaire. De Casalesi, sì, ancora vivo. Vai, chiudiamo. Sono Sandokan, ci può uscire da un paese così. 5, 4, 3, 2, 8 giorni. Professor Gaetano, napoletano, la nostra Vincenzo. 3, 2, sono Vincenzo Cristo. Sono 3 Guglielmo. Stefano Piscopo, Napoli.
Ciao Stefano Menci Arezzo. Salvatore Massimo. Tu vois un peu de l'eau, tu peux Sì, sì, sì. Passiamo la parola a Claudio. Claudio. Bene, alors merci. J'ai une question. Est-ce que vous avez eu les autorisations de les filmer Si. parce que le temps a passé? Ou est-ce que vous avez pu tout de suite divulguer le visage? Non, tout de suite, tout de suite. Et chaque personne signe la libératoria. Si. Et tout de suite, on va dans... Même en télévision. Si, mais tu peux pas être obligé. D'accord. Il doit être d'accord. C'est eux qui ont donné leur Oui, autorisation. oui. Et donc c'est très délicat ça, parce que c'est évident que c'est quelqu'un qui a fait la vie criminelle. Comment sont choisies les personnes qui vont participer à l'atelier? Et chez nous, quand je prends tout le monde. C'est ouvert à toutes les personnes, mais à la fin du laboratoire, avec 4-5 mois, reste le nucléo central. Et à ce moment-là, je demande au directeur de ne changer pas pour le dernier 20 jours, parce que je dois faire la mise en scène. Mais c'est vrai que normalement, c'est un porte de mare en italien, un changement. Comme un port, il y a beaucoup d'allées et venues. Et donc 50-70% travaillent dans le laboratoire, mais seulement 10-12 vont le terminer. Je passe la parole Ok. à Claude. Bonsoir, je ferai juste un petit focus sur le théâtre en prison avec les mineurs, les garçons jeunes, les adolescents. Et plus ou moins, c'est la même situation que a raconté Gianfranco, mais il y a des différents, des grands différents. Comme première chose, la loi que va réguler la gestion des centres, de l'établissement pénitentiaire pour mineurs, c'est différent par rapport à cela pour les adultes. Et en plus, comme vous pouvez comprendre, travailler avec des garçons de maximum 18-20 ans, c'est différent de travailler avec des gens comme ceux-là que nous avons vus, parce qu'il y a beaucoup de fragilité en plus, parce que c'est quand même une situation de vie en prison, même pour les garçons qui ont de 14 à 21 ans. Donc c'est ça le range des âges. C'est vrai que quand on va partir pour un atelier en prison, c'est vrai que c'est pas dans le texte. Moi aussi, quand j'ai travaillé, je ne suis pas parti tout de suite dans le texte. Mais ce soir, je voudrais vous faire voir une galerie de photos que c'est mon dernier spectacle que j'ai fait à Florence, et c'est un texte que c'est le Master of the Fly de Golding. Sa Majesté des mouches. Majesté des mouches. Et je pense aussi Gianfranco, mais comme Gianfranco disait, le texte, quand petit à petit, ces gens détenus, ces gens reclus, ils ont s'est développé en confiance entre l'équipe
et ces gens que nous allons rencontrer, petit à petit, on va introduire le texte. Et le texte prend plusieurs de signifiés, plusieurs de significations. Et je vais faire voir ces photos. Je pense que vous connaissez l'histoire. Et l'histoire, c'est l'histoire de Master of the Fly, c'est la possibilité pour ce groupe d'adolescents qui tombent avec un avion sur une île déserte, la possibilité de créer un nouveau monde. Mais enfant, il ne réalise pas, parce que la nature de l'homme, c'est une nature méchante. C'est comme ça, c'est méchant. Je pense que oui. Et donc, comme ça, il est Ralph avec la conquille, comment ça dit? Coquillage. Mais vraiment vite. Alors, je voulais arriver sur... alors, ce garçon-là, il est un Marocain. Il s'appelle, je pense, Kamel. Et ça peut dire les miracles du théâtre en contexte comme la prison. Parce que j'ai vu vraiment des petits miracles. Quand c'était, comme disait Gianfranco, c'est vraiment quelque chose de très, très, très fragile. C'est pas évident qu'un projet de mise en scène va aboutir. Parce que il y a beaucoup de possibilités de problèmes, de toutes les typologies de problèmes. Et ce garçon était vraiment très, très sportif, un garçon très sportif, très magre. Très mince. Et il faisait un personnage un peu lourd, un peu avec ses lunettes très grandes. Et quand il menait le costume, il changeait. Quand il mettait le costume, il changeait. Et ça, c'est, oui, moi comme metteur en scène, mais je pense que tout, dans un parcours de travail avec un acteur détenu, on va donner des stimuli, comment dire, des impulsions. Des impulsions, mais beaucoup mettent l'acteur détenu met beaucoup de matériaux. De lui-même. De lui-même. Vabbè, qui diciamo appunto I ragazzi. Di nuovo. Sì. Questo è il Signore degli Anelli? Il Signore delle Mosche. Sì. Ok, sì, alla fin. Et même, comme disait Gianfranco, c'est vraiment un contexte multiculturel, aussi dans les prisons pour mineurs. Et ça, c'est un problème de la société, parce que surtout, tous ces mineurs pas accompagnés qui arrivent en Europe en ce moment, ils n'ont pas de support, de vrais supports, et donc il y a beaucoup de possibilités qu'ils vont faire des choses contre la loi.
joué la nuit? Oui, oui, et ça c'est dedans la prison, mais c'est un jardin, un grand jardin, e io posso anche, diciamo, chiudere con le foto. Et donc le théâtre en prison avec les mineurs, c'est quelque chose qui doit faire attention à certaines fragilités de ces petits garçons, parce que il y a beaucoup de récidives, c'est dit comme ça. Donc ils sortent et rentrent dans les prisons tout le moment. Donc, merci. Sai che su questo però, la dico in italiano che è meglio, la recidiva per le persone che fanno teatro è bassissima in Italia. Questo Fabio Cavalli ha fatto gli studi, chi ha fatto l'esperienza del teatro fatta bene, con un percorso profondo, la recidiva è ridotta veramente al minimo. Je ne sais pas si vous avez compris, il y a eu des études qui ont été faites par Cavalli. Fabio Cavalli, il regista di Cesare deve morire. Qui est le metteur en scène de César doit mourir. Il y a des études qui montrent que les détenus qui ont fait notamment les mineurs qui ont fait du théâtre, qui ont fait des expériences théâtrales importantes, la récidive baisse énormément. Ça, je ne savais pas. C'est quelque chose qu'il faudrait. Parce que c'est lié à la question du changement de la personne, de soi-même. C'est valable pour les adolescents autant que pour les adultes? Je sais pour les adultes, je ne sais pas. Pour les adultes, oui, je crois. Oui, et la même chose. Est-ce que des détenus vous ont remercié personnellement? Pardon? Est-ce que des détenus vous ont remercié personnellement Oui. du travail avec Nous, vous? si, Pas hésité à nous, le faire. il y a une forte liaison d'amitié. Et puis, il y a une question de travail après. Certaines fois, moi je la trouve professionnelle et quelqu'un travaille avec nous après la prison. Après la prison, oui. Ce n'est pas évident parce qu'ils sont. C'est très difficile la question économique pour gagner, mais quand même, maintenant il y a un acteur qui travaille avec moi qui a commencé dans la prison. Des fois, ils font les techniciens. Pour certains, c'est aussi un travail après. Et il y a deux cas en Italie maintenant, de deux acteurs, Salvatore Striano de Fabio Cavalli et Agnello Arena de Armando Punzo, qui sont devenus acteurs professionnels dans le théâtre, mais surtout dans le cinéma. Et qui étaient en prison? Qui sont encore? Oui. No, non sono più. No, mais Uno sì, Agnello sì, Ergastolano. Il y a des questions, mais juste pour préciser, il y a un film que je vous conseille de voir, qui n'a rien à voir avec la prison, qui s'appelle Reality, qui a été réalisé par le même réalisateur qui a tourné Gomorrah. Gomorrah, vous l'avez peut-être vu. C'est un film sur les fiction télévisive. Les fictions, la télé-réalité, merci. Matteo Garrone. Et Matteo Garrone, c'est le metteur en scène. Et le protagoniste de ce film, c'est un composant de la compagnie d'Armando Punzo de Volterra. C'est quelqu'un qui a perpète, donc il ne pourra jamais sortir. Bon, peut-être qu'il sortira, mais parce qu'il a fait des crimes très très graves. Et c'est un acteur incroyable, incroyable. Et bon, évidemment, il jouait dans le tournage et puis il rentrait à la prison la nuit. Il a eu beaucoup de permissions. Il a été primé à Cannes. Il a eu le prix à Cannes il y a 3-4 ans. Donc c'est des cas un peu bizarres, mais donc il est un professionnel tout en étant encore. Non, mais c'est vrai, une autre chose. C'est un cas un peu limite, évidemment. Mais... Oui, mais c'est vrai que les acteurs reclus, les acteurs détenus, ils mettent en passion, une force, une adhérence pour ce travail, que c'est difficile à trouver un acteur
professionnel. Excusez-moi, mais il y avait des questions qui étaient attendues depuis longtemps. Bastien. Du coup, la question c'était de savoir si vous connaissiez des gens qui après la prison avaient continué. Ah d'accord, très bien. Donc Alexandra et puis Renata. Si vous avez travaillé dans des prisons pour femmes, s'il y en a des prisons pour femmes, enfin il y en a c'est sûr, mais si vous avez déjà travaillé Moi, j'ai travaillé 2 fois avec des femmes à Arezzo aussi. Non, moi, pas du tout. Et c'est un peu différent du coup? Oui. Enfin, qu'est-ce qui... C'est très différent, très difficile. J'ai fait de l'expérience il y a longtemps et je sais pas, pour moi la femme recluse c'est plus terrible. C'est plus parce que le prison c'est toujours un lieu machiste. Machiste. Je sais pas, mais c'était pas évident. Même certains détenus femmes cherchaient le rôle masculin. Mais c'est pas ça la question vraie. C'était plus difficile même à faire une action collective. C'était non, je sais pas. Ma non ci sono molte esperienze femminili. No? Non molte, no, più maschili. Et il n'y a pas de metteuses en scène femmes qui ont fait ça? Si. Il y a beaucoup de metteurs en scène femmes professionnelles à Milano, à Firenze, a Empoli, sì, ci sono. A Napoli. Ti chiedevo appunto se sono delle donne che intervengono in carceri femminili. O non necessairement. La plupart partie sont femmes, metteurs en scène professionnelles qui travaillent dans les prisons masculines. Mais à Empoli, il y a une expérience féminine. La population féminine est très petite dans la prison italienne. Oui, c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup moins de détenus. Pardon. Donc Renata. Alors vous nous avez montré dernièrement les images avec votre spectacle à l'extérieur. Et donc c'était pour savoir. Pas l'extérieur, c'était pas l'extérieur, c'était ça ma question. C'était donc à l'intérieur quand même de la prison, il y avait des espaces verts. Oui. Donc, oui, parce que c'était ça ma question. Pour les mineurs, c'est le centre des détentions pour les mineurs. Oui, mais justement c'était ça ma question. Je veux dire tiens, ils ont autorisé. Mais non. Et moi, je voulais savoir le temps que ça prend, parce qu'il y a une relation à établir qui doit être très longue. Donc, vous travaillez combien de fois par semaine? C'est plusieurs fois par semaine? C'est pas du tout. Quand je travaillais, c'est un minimum 2-3 fois par semaine. Minimum. 2-3 fois 2 heures, 3 heures? 3 heures. Ah ouais. Au début, les premières semaines. Hein? Les premières semaines. La partie finale, c'est chaque jour. Oui. Ouais, voilà, ouais. Et pendant combien de temps, du coup, par les cycles 2-3 heures chaque séance. Combien de semaines? Combien de semaines ou combien de... Il faut une année au Toute moins. l'année, oui. Octobre, juin. Mais ça, c'est normalement. très étonnant parce que dans le contexte pénitentiaire français, encore une fois, je pense que cela n'est pas possible parce que les expériences en prison que j'ai connues à travers Moi, je travaille depuis 10 ans en prison, en mixité, c'est pour ça que je voulais essayer ma question. C'est ça. Et si je travaille toute l'année... Non, ça oui, pour toute l'année, mais autant de temps, 3 séances par semaine de 3 heures, c'est possible. Selon les échéances quand même. Sous forme de stage, sous forme de... Il y a beaucoup d'espérance en France. Mais c'est beaucoup moins libre que tout ce que vous nous avez montré, là, c'est fou. On dirait qu'on n'est pas dans la même époque. C'est frappant, là. Je suis frappée par la liberté que vous avez pu avoir. Mais tout ça, ça vient d'un cadre législatif. Comment? Ça vient d'un cadre législatif qui est tout à fait, très différent par rapport à... Mais qui est le même aujourd'hui, puisque là, ça datait un peu, peut-être. Ti chiedo, parce qu'on me demande justement si le cadre législatif a changé. C'è stato un po' di restrizione ultimamente o non? Ce n'est pas question de cadre législatif, mais de l'application de la loi. Parce que chaque loi est interprétable. Non? Ça dépend de
La société est devenue plus fermée en ce moment. C'est inséré dans toute Europe, je crois. En Italie, pour question. Je vais poser une question sur la distribution. Sur la distribution, c'est-à-dire qui décide des rôles, comment les rôles se prennent. Par exemple, j'ai été frappé par exemple sur les photos, à un moment donné dans Ubu, il y a les gars qui sont en short comme ça, c'est-à-dire qui acceptent le ridicule, qui peuvent accepter le ridicule. Comment ça se passe dans la gestion? Il y a eu le laboratoire, je comprends bien, il y a des gens qui passent, et puis après il y a 12 personnes qui vont continuer. Mais comment ça se passe, ça se discute entre le metteur en scène, entre la personne, comment on fait? Je ne sais pas. Donc il y a la transmission d'expérience, ça c'est vrai. Il y a chaque année 2, 3 va continuer, et ça devient la mémoire. Le passage de la mémoire. Donc, même des détenus qui ont participé au laboratoire l'année précédente et qui transmettent. Et qui dit que les autres, il faut la faire, c'est intéressant. C'est vrai que moi, je pense que l'année mot, c'est moi que je dis. Je dois quand même prendre des décisions par rapport au rôle. Comme tu disais, la distribution. La distribution ça se fait à travers des essais, c'est-à-dire de dire comment on va jouer dans tout ça. Parce que quand tu fais le laboratoire, tu commences et tu fais des petits trucs pour moi, je les ai entraînés pour comprendre qu'est-ce que tu peux faire, comment. Mais j'ai eu l'impression que parfois tu travailles aussi sur le cœur, c'est-à-dire sur beaucoup. Sur le corps. Si, sur le corps. Oui. Le fait que les répliques sont reprises par plusieurs. Un personnage, la réplique d'un personnage est répétée par... C'est pour ça qu'on ne fait pas un théâtre d'imagination, non? C'est très straniato, non? C'est pas un théâtre d'incarnation. D'incarnation, oui. C'est très... On n'a pas parlé beaucoup, mais justement du processus. Des différentes étapes, même si là il est un petit peu tard, je pense, mais... les grandes étapes de travail pour arriver ensuite vraiment à un spectacle de groupe. À partir de quoi vous travaillez? Quels outils? Pardon? Che attrezzi, che strumenti? Che strumenti, che processi? C'è il percorso per arrivare poi alla messa in scena, La confiance initiale, c'est très important. Il sait connaître, il sait regarder dans les yeux. La confiance, la simplicité de la communication. Normalement, non so niente delle loro crimini. En général, je ne connais rien de leurs crimes. C'est plutôt mes collègues qui commencent. Je préfère ne savoir rien. Parce que, donc, il faut établir les relations personnelles avant tout, avec des jeux, qu'est-ce que c'est le théâtre, tu as vu comme tu es joué, et connaître le corps, le mouvement, l'équilibre, ta voix, les petites histoires, les Napolitains toujours chantent. Il faut faire un peu, et il faut former un groupe. Et ça, c'est toujours tout difficile. Et quand tu as formé le groupe, tu as fait le 100% du travail. Mais maintenant, c'est beaucoup plus difficile de former le groupe. L'individualisme est arrivé même dans les prisons. L'individualisme, la société qui spinge vers la solitude. Et alors, moi, je suis un peu en difficulté dernièrement. Mais aussi parce qu'il y a, comme on le disait tout à l'heure, il y a des origines nationales, ethniques très différentes. C'est une question de langue aussi. Et de langue aussi. Parce que par exemple, Armando Punzo, qui lui est napolitain, ma lui lavora con gli ergastolani. Il a travaillé avec beaucoup de napolitains, c'est comme ça qu'il a commencé. Donc, il y avait un socle de base qui était fort, une langue commune. Oui, mais c'est ça, c'est très important. Il faut dire que Armando Punzo, il a une condition très particulière, très unique, parce qu'il travaille vraiment avec des perpétuités. Oui,
Et donc, il a une compagnie permanente. Il a vraiment le théâtre stable. Oui, à un moment donné, il y a eu la proposition, je ne sais pas si elle a été acceptée, d'en faire un théâtre stable italien avec Il n'est pas des passé. financements, comme un théâtre. Mais il n'est pas passé, non. C'è una domanda, guarda. Pardon. Un attimo. Stéphanie. Oui, juste quand vous travaillez à partir d'un texte, même si c'est une adaptation et que c'est des fragments de texte, comme vous disiez tout à l'heure, est-ce que vous leur demandez de lire la pièce en entier ou comment... Pardon, je n'ai pas compris la finale. Ti ha chiesto se quando, Excuse-moi, c'est mon français. quando lavorano sul testo, anche se sono dei Sì, frammenti, poi gli chiede di leggere il testo in versione integrale o no? Oui, ça c'est possible, même si nous pouvons voir des films de la version intégrale, oui, il faut la connaître quand même. C'est comme question culturelle, de propres connaissances. Bien sûr, mais ils ne sont pas fermés à ça, du coup, certains. Parce que vous dites qu'il y en a certains qui ne sont pas du tout habitués à ce genre de texte. Non, pas du tout. Ils ne sont pas réfractaires, en tout cas, au départ. Mais non, parce que si commence un parcours, ça devient disponible. Le théâtre, ça devient le moment de liberté, de confiance vers les autres. Ça va changer beaucoup le temps de la détention. Le temps carcéraire, c'est un temps sans action, normalement. Il n'arrive rien, non? L'ozio, comment en français? Otium. Avec le théâtre. La nuit, pas la nuit. Non, l'ozio, otium. L'otium, non. Le loisir. Mais par contre, le théâtre, tu es actif, tu actives le monde. L'oisiveté, merci. Le fait de rien faire. La construction du corps pendant la détention, c'est terrible. Alors, le corps qui n'existe pas, avec le théâtre, c'est une question de réhabilitation du corps, de la mente et de la compétence de communication. Et moi, je l'explique come si deve leggere, non che cosa. Moi, je leur explique comment il faut lire, pas qu'est-ce qu'il faut lire. Excuse-moi, c'è una questione di tecnica, cioè le tecniche del teatro sono importanti, bisogna insegnare le tecniche. Il y a des questions de technique qui sont importantes, il faut apprendre les techniques. Il faut pas non è sufficiente l'istinto, c'è un bisogno, hanno l'istinto e l'esistenzialismo giusto per fare teatro, ma il come si fanno le cose, noi glielo dobbiamo insegnare. Ils ont l'instinct de faire ça, mais ça ne suffit pas, il faut leur apprendre. Pour se libérer un peu. Excuse-moi. Vous avez tous les deux montré en fait à quel point quand on est en prison, il y a tout de suite plusieurs niveaux dans vos deux interventions, il y a toujours plusieurs niveaux de signification à partir du moment où on joue en prison. Et ça m'a interpellé le choix de Golding, parce que c'est tellement une prison à ciel ouvert, l'île, avec des rapports masculins, de force, de domination, de virilité. Et du coup, j'admire ce choix que je trouve très audacieux en prison. Et je me dis justement, est-ce que vous considérez que à certains moments vous interdisez certains textes, ou vous partez du fait que de toute façon, à partir du moment où on est en prison, il y a ces différents niveaux de signification, et du coup vous refusez toute censure et vous vous interdisez rien en fait. Non, on a pris ce texte-là parce que avait ce signifié précis. Notre parcours, c'est approcher le texte avec ce gens que on ne sait pas écrire, ne sait pas lire, ne connaît l'italien. Donc, c'est signifié très profond que dans la prison prend acquis une signification double. Nous devons prendre ce garçon, ce gens, et accompagner entre un parcours. Ça, c'est notre intervention. Et oui, à un certain moment, je pense que le texte devient vraiment la clé
la clé que ça tourne toute la situation. Avec les adultes, j'ai mis en scène le corps de chant de Bulgakov. Corps de chien. Corps de chien. Et j'ai porté un acteur détenu à faire les chants. Mais toute l'histoire a pris une signification métaphorique vraiment. Et l'important, c'est que les acteurs, la troupe, la comprennent. Alors là-bas, ça marche la mise en scène. Nous pouvons construire quelque chose de technique, mais sont eux que donnent l'énergie à toute la machination. Mais parce qu'ils l'ont compris. Donc c'est vraiment quelque chose que nous pouvons faire nous tout seuls, loro non possono fare da soli. È veramente un qualcosa di... Io vorrei dire una cosa sul maschile. È tardi. Una veloce. No. Allez, une dernière. No, una questione importante è il rapporto tra il maschile e il femminile, no? Une chose importante, c'est le rapport entre masculin et féminin. Même l'absence de la femme. Una, se puoi raccontare Miseria e Nobiltà, ho messo le gonne ai camorristi. Se puoi dare un'occhiata a Miseria e Nobiltà, Caspar donc il y a l'immagine femminile. Une pièce napolitaine. J'ai mis les jupes aux camorristi, aux mafieux. E poi un'autre histoire, c'est Caspar Hauser, l'énigme de Caspar Hauser. Je voulais vous saluer avec une image, parce que Caspar, c'était vraiment un acteur albanais il s'appelle Andrea Lichia, c'est lui, qui avait traversé le canale di Otranto, le canal de Otranto, entre l'Albanie et la Puglia, l'Italia, avec un petit gommone, una camera d'aria, sai Marco? Avec une chambre d'air. Oui, il est tombé le matin après dans la sable, c'est lui. Et donc, lui, pour moi, c'était forcément Caspar Hauser, que c'était l'enfant sauvage. Et donc la réaction va grazie. Ecco, ça c'est l'histoire, la mémoire de sa mère, de la femme. Il danse avec le fantôme de sa mère, une jupe, una gonna della madre. Ancora? No. E voilà. Mi pare che ci sia ancora una cosa. Avanti. Lì c'était Caspar, sì. Ça, c'est une danse avec l'absence, le fantôme de la féminité, de l'esprit de sa mère, tout ça. Alors, grazie. Bon, je pense qu'on s'arrête là parce qu'on est obligé. Merci.